Docteur Michael Ben-Admon, bonjour, Boker Tov. Boker. Merci d'être avec nous ce matin pour terminer cette semaine d'actualité par un mot de la paracha comme nous le faisons chaque semaine. Avec, il faut bien l'avouer, une paracha extrêmement riche en mitzvot, puisque c'est la paracha la plus fournie en mitzvot, c'est 72 si je ne m'abuse, à la fois des mitzvot assez, des mitzvot lota assez, et d'une certaine manière une paracha qui pourrait être une sorte de code de, moral, éthique, social pour un peuple qui s'apprête à s'installer sur la terre promise par Akadosh Baruch Hu. Quelle est parmi toutes ces mitzvot celle qui vous suscite le plus de réflexion et qui vous intéresse, qui vous passionne le plus, on peut dire? Ah, ça c'est une bonne question en fait, parce que c'est vraiment une paracha avec tellement de mitzvot qu'on en a même du mal à trouver le fil conducteur. Oui. Alors il y a une mitzvah moi que j'aime particulièrement, mais il faut la prendre au second degré, c'est celle du fils rebelle. Ah oui. C'est-à-dire, c'est l'histoire du fils donc il va manger un peu trop de viande et boire un peu trop de vin. Et à ce moment-là, donc, il n'y a pas le choix, il faudra le prendre aux portes de la ville avec tout le monde et le lapider. Oui. Donc c'est en fait un conseil éducatif extrêmement audacieux. Oui. Voilà. Et en fait, pourquoi j'aime cette mitzvah? J'aime surtout dans cette mitzvah, non pas le texte littéral de la Torah qui fait peur et qui peut faire frémir tous les théoriciens de l'éducation, mais surtout parce que le Talmud a consacré un chapitre entier à cette mitzvah. Et en fait, peut-être parce que finalement, on le sait, les Chachamim nous le disent, finalement, ça n'est jamais arrivé. Donc c'est une mitzvah qui n'a jamais été mise en application, d'une certaine manière. Ça, en fait, on a dans le Talmud deux avis, en fait. Un qui dit que ça n'arrivera jamais, ça n'est jamais arrivé, et l'autre qui dit qu'il a été une fois sur sa tombe, d'un fils rebelle. Mais en fait, ce qui est très intéressant là-bas, c'est la façon dont le Talmud en fait, prend un texte qui est porteur d'une extrême violence. Et par une analyse méticuleuse de chaque mot, de chaque lettre, de chaque petite phrase qui est énoncée là-bas dans la paracha à propos de ce fils rebelle, eh bien, vient en fait dire, il est impossible d'appliquer ceci. Alors, pourquoi faut-il l'étudier? Eh bien, parce qu'il y a une valeur en soi à l'étude. Alors, pour moi, cette phrase-là, cette sentence qui a une valeur en soi à l'étude, également m'intéresse, mais me pose problème. Parce que moi, je considère qu'en tant que juif, en tant qu'activiste, on n'a pas le droit de se suffire d'études. On a l'obligation également d'agir. Or, de développer une théorie qui nous dit qu'il faut donner l'importance essentielle à l'étude, ce qui est évidemment important, mais ça ne suffit pas. Donc alors, là, vous êtes rebelle par rapport à l'enseignement du Talmud, quoi, d'une certaine manière. Voilà, on est tous quelque part un fils, un père, un rebelle. Oui, parce qu'il faut bien avouer, là, effectivement, la Torah nous pousse vers les extrêmes, hein, vers un cas d'un véritable, on va dire, d'un fils qui est véritablement en rébellion gravissime par rapport à l'ensemble de son entourage et ses parents. Mais le fils rebelle, eh bien, on peut dire, on va dire, tout le monde, quasiment tout parent est passé par là. Il a un enfant qui a eu à un moment une période de rébellion, même si ça s'est passé après. C'est ça, c'est-à-dire pourquoi avait-on besoin d'aller jusqu'à l'extrême et plutôt que de parler de cas véritables, de ce que l'on appelle par exemple la génération du type Esrei, voilà. Oui, alors moi je vais vous proposer une théorie générale sur la paracha, qui va répondre également à cette question. Et en fait, c'est comprendre que certaines fois, lorsqu'on lit des textes de la tradition, ou d'autres textes d'ailleurs, il ne faut pas uniquement s'attacher au contenu d'un verset ou d'un épisode, mais il faut en fait analyser la structure entière de la paracha. Et à ce moment-là, on va voir des choses qui apparaissent et qui sont passionnantes. Par exemple, prenons la structure de paracha de Kitetsé. La structure, la façon dont elle est organisée, eh bien on a la premier épisode qui apparaît, c'est la Milchama, Kitetsé la Milchama, donc on parle de Milchama, on parle de guerre. Et si on analyse bien la chose, la dernier épisode qui apparaît, c'est également Milchamet Amalek. Donc la paracha, en fait, est entourée, de début et en fin, d'une histoire de guerre. La guerre, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui vient certaines fois ébranler les normes de la société, qui vient certaines fois, on va dire, peut-être introduire des normes qui appartiennent plutôt au combat à l'intérieur de la société. Et la société en temps de guerre est une société qui n'est pas forte, comme on pourrait le croire, parce qu'il y a de la solidarité, parce qu'il y a une envie de vaincre, mais au contraire, c'est une société qui est fragilisée. Parce qu'il y a une importance à conserver les normes sociales, éthiques au sein de la société, alors qu'on est en guerre à l'extérieur. Et quand on analyse ça, on se rend compte que la paracha, eh bien, s'attache à trois grands sujets.
on a tout ce qui touche à la famille, le statut de la famille, l'importance, donc le Ben Sorovo Moré, l'importance d'avoir un enfant, de voir quelle est la place de l'enfant. On nous parle également là-bas de la façon dont quelqu'un va se marier et divorcer. On nous parle là-bas également des différentes modalités de création et de procréation. Quelqu'un qui n'a pas de capacité de procréation ne pourra pas être au sein du peuple d'Israël, parce qu'on parle de l'importance de conserver la famille dans un monde où, quand on est en guerre, eh bien, le soldat à l'extérieur peut justement choisir une autre femme, peut justement changer les normes de l'intérieur. Le deuxième sujet qui apparaît dans la paracha, c'est la justice sociale. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas vous énumérer les 50 000 autres justices sociales, mais en tout cas, parce qu'encore une fois, lorsqu'on est en guerre, eh bien, ces normes-là s'effondrent. Et enfin, le troisième sujet, c'est là qu'on parle du Mamzer et de ces gens-là qui ne rentrent de Moavie, eh bien, c'est lorsque il y a un besoin de conserver les frontières de la société. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'en fait, en temps de guerre, eh bien, la véritable guerre, le véritable front se trouve à l'intérieur de la société. Et non pas aux frontières et à l'extérieur. Et ça nous mène, en fait, je pense, à une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël concernant la guerre, mais également la politique. Parce que la politique, c'est une sorte de guerre, comme disait Lévinas, c'est un substitut de guerre. Et quelque part, lorsque moi j'entends, aujourd'hui, on est en période de pré-rod, et puis on va partir voter mardi, lorsque j'entends, en fait, des appels, par exemple, pour voter tel ou tel parti, que ce soit des rabbins ou pas, eh bien, je me dis, mais au fond, c'est quoi le contenu? Le contenu, lorsqu'on est en guerre, et là, on est en condition de guerre en Israël, quand même, constante, même si certaines fois altérée, je me dis, le but, c'est quoi, selon la Torah? C'est de faire attention à la justice sociale, à la cellule familiale. Attention, je ne fais appel à aucun parti politique. D'accord. Et justement, à conserver les normes du collectif, c'est-à-dire voir comment les personnes peuvent s'identifier avec nous. Je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qui manque en Israël. Voilà, on est à la veille des élections et on n'entend pas du discours qui nous parle de ces trois sujets ensemble, d'accord, sur un mode décomplexé. Mais alors, vous nous dites effectivement que en fait, la guerre est à l'intérieur de la société, mais en fait, tout est confrontation dans la réalité, dans la vie d'un juif, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un homme. Tout est confrontation. À chaque fois, il doit être prêt à combattre soit ses instincts, soit même d'autres personnes, même si ce n'est pas combattre le combattre physiquement, mais même le combattre idéologiquement. C'est-à-dire toute notre vie est finalement dirigée vers une forme de confrontation. On est confronté à des défis, à des enjeux, et ça en fait, d'une certaine manière, c'est ce que nous résume la paracha de la semaine. Moi, je crois que le premier verset de la paracha nous présente justement les deux modes d'être qu'il y a dans les êtres humains. On a le Kitit Selak Milchama le Uvechal, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Et là, la question qu'on pose, c'est très simple, c'est quelle est la motivation de la sortie en guerre? Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui a un tempérament belliqueux, quelqu'un qui est rapidement... Alors, il va se trouver des ennemis, évidemment, qui on va trouver un ennemi. Ou alors, c'est quelqu'un d'autre qui a en fait quelqu'un de plus stable, de plus clair dans sa tête et dans ses pompes, comme on dit. Et puis, lorsqu'il a un ennemi, il va sortir en guerre. Vous voyez? On sait pas vraiment... Mais on a facilement, je pense, au niveau humain, différents caractères. Et alors, on a des personnes qui sont naturellement plus, on va dire, enclins à chercher la bagarre, et d'autres qui sont plus enclins uniquement à se défendre. Mais je crois que dans la vie, en fait, même au niveau spirituel, c'est la même chose. Alors, je vais quand même essayer de vous poser une colle, peut-être, parce que dans la paracha, il y a tout de même une mitzvah qui interpelle celui qui la lit à chaque fois, chaque année. C'est cette fameuse mitzvah de Shiloach Haken, du renvoi de la mère des oisillons qui, lorsque on tombe sur un nid, eh bien, on a pour mitzvah de renvoyer la mère et de prendre les oisillons. Une mitzvah qui, là encore, qui peut paraître aussi cruelle que la mitzvah du Ben Sorer, ou en tout cas les conséquences du Ben Sorer. Pourquoi? Eh bien, comment peut-on expliquer cette mitzvah qui, de prime abord, et en plus, c'est une mitzvah dont le salaire est connu, et c'est le même salaire que lorsque l'on respecte ses parents, c'est-à-dire la Arichut Yamim, la longévité. Comment expliquer cela? C'est toujours difficile. Bon, tout d'abord, dans le cadre de ma théorie, ça rentre très très bien. Que selon un avis de la Gemara, eh bien, une des raisons de cette mitzvah-là, c'est justement une question de rachamim. Même s'il ne faut pas le dire, mais on évoque la rachamim. C'est-à-dire que le fait de prendre un oiseau, de le renvoyer, de séparer les oisillons de la maman, tout ça, c'est également lié à la rachamim, donc quelque chose qui doit exiger... Comment c'est lié à la rachamim? De prime abord, dans le texte littéral, ça donne l'impression d'être lié à une forme de cruauté. C'est-à-dire, on arrive, on regarde, on trouve un nid, on voit une mère qui couvre ses enfants,
eh bien, on doit faire chasser la mère et prendre les enfants. Mais c'est très cruel. Oui, alors ce que je dis en fait, c'est que la Mishnah nous dit que c'est quelque chose qui peut amener l'homme à croire que les mitzvot de la Torah sont liés à la Rachamim, alors qu'en fait ce ne sont que des Xerot. Ouais. Je crois que c'est Rabbi Yochanan qui disait ça. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que lorsque la Gemara nous dit quelque chose, la Mishnah nous dit quelque chose, c'est bien parce qu'il y a un instinct de penser comme ça. Mais encore une fois, même si on est dans une dynamique de cruauté, Rachamim, renvoi, maman, famille, vous voyez, c'est un exil. Il y a quelque chose qui relève aussi d'une situation anormale, qui rappelle l'histoire de la guerre. Et pour répondre différemment, c'est vrai que les sages se sont penchés là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit souvent que cette mitzvah-là est un chok. Hein, c'est une mitzvah qui n'a aucune raison. Ouais. D'abord, pour comprendre que la Gemara et la tradition sont attachées énormément à ce qu'on appelle même des choukim. Hein. Donc il y a quand même des façons d'aborder les choses. Mais concrètement, je crois que cette mitzvah-là, de Shiloh Haken, je crois que c'est le Ramban qui disait ça, eh bien, elle a quand même pour porter deux choses. Un, oui, nous éveiller à la Rachamim, c'est une première chose. Et deux, nous faire comprendre, et ça c'est le rabbin Ben Amozek qui le disait souvent, que dans tout système normatif, on a besoin de quelque chose qui reste un petit peu dans l'ombre et qui n'est pas toujours compréhensible, même si c'est pas incompréhensible, mais pour justement garder la teneur du système. C'est-à-dire que si tout était maintenant clair à mes yeux, alors à ce moment-là, je pourrais me dire, je peux tout comprendre, je peux donc tout contrebalancer, mais dès lors qu'il y a quelque chose qui reste un petit peu énigmatique, alors à ce moment-là, eh bien, ça donne toujours envie de continuer, de dire, il y a peut-être encore un horizon à découvrir. Mais cette question de Shiloh Haken, c'est vrai qu'elle a été au centre de débat concernant la moralité dans le monde juif. On a énormément d'écrits, essentiellement du professeur Avi Sagi, en Israël, qui justement analyse ces parachiotes en essayant de considérer comment est-ce que le monde juif va comprendre la place de la mitzvah face à la morale. Est-ce que, dès lors qu'il y a mitzvah, il y a effacement de la morale, même parce que voilà, on comprend rien, donc il faut le faire. Et alors on va mettre dans le même paquet après Amalek et l'anéantissement d'Amalek et tout ce qu'on a comme fokim qui sont pas toujours très, on va dire, une très grande moralité a priori. Ou alors, au contraire, on a une obligation de se pencher sur ces textes-là et pour en tirer quelque chose. Maïmonide disait que les chukim, en fait, étaient des mishpatim. C'est-à-dire que le chok, qui a priori n'avait pas de bien raisonnable, en fait, c'est une question de temps. Un jour viendra, on comprendra. C'est-à-dire qu'au fond de ça, il y a quand même une idée importante. Donc, il y a cette dimension de Emouna qui est incontournable lorsque l'on pratique les mitzvot. Voilà. Eh bien, docteur Michael Ben-Admon, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette très riche paracha de Kitetsé que nous allons lire demain dans toutes les synagogues. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom.